Le 16 février 1133, venant de l'abbaye de Bonnevaux, au diocèse de Vienne, 12 moines cisterciens, accompagnés de quelques frères convers, s'établissaient à Tamiers, dans le diocèse de Tarentaise, juste à la limite du diocèse de Genève. Tamiers se trouvait dans les États du comte de Savoie, Amédée III. C'est lui qui avait voulu ce nouveau monastère, dont il avait confié la mise en œuvre à l'archevêque de Moutier, car celui-ci était lui-même un cistercien. Pierre, Guillaume et Hénard de Chevron, à la requête de l'archevêque, avaient généreusement offert le site. Selon l'usage de l'ordre cistercien, les moines se placèrent sous la protection de la Vierge. Ainsi naquit Notre-Dame de Tamiers, dont les armes parlantes, de gueule au chevron d'or, évoquent le rôle déterminant joué par la famille de Chevron dans la fondation du monastère. Les frères de Chevron avaient donné tout ce qu'ils possédaient à Tamiers, mais ce qu'ils donnèrent n'était pas la totalité de Tamiers, où plusieurs familles seigneuriales se partageaient les lieux. Les Chevrons pour l'essentiel, certes, mais aussi les Septenais, les Pontvert, les Claix, les Cléry, les Tournon et les Beaufort. Tous avaient répondu favorablement aux sollicitations de l'archevêque pour constituer le patrimoine foncier de la future abbaye. Toutefois, l'archevêque était bien conscient que les terres de Tamiers ne pouvaient pas suffire à assurer la subsistance d'un monastère. Si elles convenaient parfaitement à l'élevage, elles n'étaient guère favorables aux cultures et encore moins à l'exploitation d'un vignoble. Il avait donc fait appel à d'autres générosités, s'adressant à Guigues IV, comte d'Albon, et au Romestan, seigneur de la Poipe d'Avalon, dont les donations constituèrent le domaine du Bréda sous Avalon, là où allait se développer Pontcharrat au XIXe siècle. Le comte de Genève, Amédée Ier, fut lui aussi mis à contribution. L'archevêque lui demanda sa terre de Bellossier aux Olières, bien que ce lieu lui fût très cher. Pour l'amour du Christ, le comte accéda avec joie à la demande de l'archevêque. En revanche, le comte de Maurienne n'apparaît pas parmi les donateurs qui ont constitué le domaine initial des moines, alors qu'il était lui-même l'instigateur de la fondation. C'est plus tardivement, semble-t-il, qu'il donna des vignes à Montméirat dans la paroisse de Sainte-Hélène-du-Lac. Le souvenir en subsiste dans le nom de la route conduisant à la grange de Montméirat, grange étant le terme usuel pour qualifier les exploitations agricoles des cisterciens. Il se pourrait cependant qu'Amédée III ait été le donateur des terres que l'abbaye reçut au revers de la montagne de l'Épine et dans la vallée du Guiers, car on ignore de qui elle tenait ses propriétés lointaines, dont certaines constituaient ses plus riches domaines. Dès ses origines, l'abbaye fut en possession de la grange de l'Épine à Novalaise, de la grange de Lourdun à Vérel de Montbel, de celle d'Ursol à la Bridoire et de celle du Marais à Saint-Albin de Vaussaire. Dans le vallon de Tamiers, les cisterciens exploitaient Martignon, le Pomaret et Malapalu, trois granges dont les troupeaux estivaient dans les pâturages des Bauges, à l'eau du Four, Audrison et à Orgeval.
À la dotation foncière initiale, constituée grâce aux démarches de l'archevêque de Tarentaise, s'ajoutèrent rapidement d'autres possessions. À Saint-Féréol, une terre fut donnée aux moines par le prieur de Cléry, Hutbold, et un certain Burnon de Plancherine leur vendit une pièce de la superficie d'un journal. Guillaume Humbert de Douin leur céda une terre à Glières, au bord du lac d'Annecy, tandis que Guillaume de Menton leur donnait le quart du mât Riffier. Au cœur de la Combe de Savoie, l'abbaye bénéficia de donations à Montailleur, où elle reçut en 1162 la grange de la Chagne, offerte par Lazare de Chamousset et son fils Gauthier. En 1225, Hugues de la Chambre accrut considérablement le domaine de la Chagne en donnant tout ce qu'il possédait en ce lieu. Dans le Grésivaudan, non loin de son domaine du Bréda, grâce à la générosité des Romestans d'Avalon, Tamier s'implanta aussi à Clarfay, une vaste clairière sur les hauteurs de Bramfarine, dans la paroisse du Chélat. Le lieu dit l'abbaye en garde la mémoire. En face, sur la rive droite de l'Isère, aux confins de la Savoie, l'abbaye étendit son assise foncière à la Buissière, à Chapareillan où elle possédait la grange de Servette, et à Bellecombe sur les premières pentes de la Chartreuse. Dans la vallée du Guiers, Tamier consolida sa présence par des acquisitions au Pont de Beauvoisin, à Pressin, Saint-Béron, Belmont, Domessin et Avressieux, au revers de la montagne de l'Épine à Nance et à la Bauche, et jusque dans le massif de la Chartreuse à Corbel. En Tarentaise, les moines de Tamier détenaient de nombreux alpages. Dès 1156, Gontier, seigneur de Briançon, leur céda la montagne de Gentil. Ils exploitaient aussi des pâturages à Saint-Jean et à Saint-Martin-de-Belleville. En 1209, les frères Vifred et Pierre Many leur vendirent tout ce qu'ils avaient à Sevin, dans la montagne de Sécheron. En 1230, Jacques de Curienne leur laissa ses alpages d'Hauteville et de Villette. Tamier avait encore des pâturages sur les deux versants du col de la Madeleine. À Montmeillera, en complément de la vigne donnée par le comte Amédée III, les religieux achetèrent tout ce que possédaient les seigneurs du lieu. Au-dessus du clos ainsi constitué, un dénommé Amédée leur offrit une terre en 1182 et le prieur de Sainte-Hélène, Falco, en fit autant en 1206. Mais c'est à Tournon que l'abbaye eut son principal vignoble et construisit son grand cellier. Tout au long du XIIe siècle, de nombreuses donations constituèrent peu à peu ce domaine, dont l'origine était une vigne appelée le Clos du Comte, donnée par Vifred de Faverges, Vifred et Giraud de Berlion, un certain Alamand, ses neveux et leur mère Guillemine. Tamier continua d'acheter des terres à Tournon jusqu'en 1483 pour arrondir cette propriété d'excellents rapports. Plus tardivement, à l'hôpital sous Conflans, là où s'étend aujourd'hui Albertville, Tamier acheta une vigne et un cellier en contrebas de l'église. Le 15 février 1171, le pape Alexandre III accorda à l'abbaye une bulle de reconnaissance de ses possessions. L'abbé était alors Pierre de Saint-Genis. Cet abbé Pierre de Saint-Genis acheta une forêt à Berlion-de-Chambéry en 1198. Et c'est sous son abbatiat que le comte de Savoie Thomas Ier donna ce qu'il possédait
à Saint-Franc. En 1203, le pape Innocent III accorda une nouvelle confirmation du patrimoine de l'abbaye. Une terre et un bois situés à Glaire, le long du torrent de l'eau morte près de Faverges, furent légués à l'abbaye au début des années 1230 par Raymond de Douin, sa femme et ses enfants. Le patrimoine foncier du monastère comprenait encore, dans le comté de Genève, les importantes granges de Longchamp à Groisy, Champagny à Montenay-en-Borne et Ravoirie à la Balme de Sillingy, celles de Sénaux et Verrier, ainsi qu'un moulin sur la Filière et de vastes terres à Torrent. D'inévitables conflits naquirent au fur et à mesure que grandissait le patrimoine foncier de l'abbaye, y compris avec d'autres monastères cisterciens. C'est ainsi que Tamier se heurta à l'abbaye de Chaisery en 1200 sous l'abbatiat de Pierre de Saint-Genis, puis à l'abbaye d'Aux en 1202 et en 1203. Ces problèmes étant internes à l'ordre, ils furent résolus par le chapitre général. En revanche, en 1210, il fallut faire appel à Marguerite de Genève, épouse du comte de Savoie Thomas Ier, et à l'archevêque de Tarentaise, Aymon de Briançon, pour arbitrer une querelle opposant les Augustins de Cléry et de Gilly aux moines de Tamier, dont l'abbé était Girold de la Tour du Pin. En 1212, une question de pâturage qui les opposait aux Chartreux vit les cisterciens de Tamier, de Bonnevaux et d'Hautecombe faire cause commune. Le pape Innocent III dut intervenir et nomma des délégués chargés d'apaiser ce conflit. En 1216, les moines de Chalais contestèrent à l'abbaye de Tamier la possession de la grange de Belmont. Belmont, c'est Belmont-Tramonère. Ils furent déboutés de leurs prétentions et ces moines de Chalais furent condamnés à verser 14 livres au maître de la grange d'Ursol. Dans les années 1240, c'est avec le prieuré bénédictin de Talloires, dont les terres jouxtaient celles de Tamier, que surgit un désaccord au sujet de leurs droits respectifs. À Tamier, dans le bois du Pomaret, situé en dessous du village de la Rama, l'abbé Claude Parret concéda un droit d'affouage et de pâturage aux hommes de Chevron, Chevron c'est Mercury aujourd'hui, le 13 octobre 1436. Vous verrez que ce fut au XVIIIe siècle une source de difficulté entre l'abbaye et les communiers de Chevron. En 1441, le même abbé, Claude Parret, eut à déjouer les prétentions des habitants de Jarzy sur l'alpage d'Orgeval. Puis en 1448, il lui fallut encore aller en justice pour faire reconnaître la propriété du monastère sur l'eau du Four, contestée par Michel Mermot et Thomas Borneau de Vérins. L'affaire durait depuis 10 ans au moins et avait donné lieu à des actes de violence. En 1438, l'un des religieux de Tamier, le frère Pierre Buffet, s'était concerté avec plusieurs comparses pour se rendre chez Thomas Borneau dans l'intention de le rouer de coups. Celui-ci étant absent, le moine et ses complices avaient fait sauter la barre qui fermait la porte de sa maison et détruit tout son mobilier. Toujours désireux d'en découdre avec Thomas Borneau, le frère Buffet avait organisé peu après une nouvelle expédition punitive. Le duc de Savoie, Charles Ier, nomma en 1483 son conseiller Augustin de la Charnay, abbé de Tamier. Celui-ci, à partir de 1486, confia au notaire Fabry la tenue du terrier du monastère, registre contenant l'énumération des propriétés, leurs limites et leurs revenus.
se soucie d'une stricte gestion du temporel, en faveur évidemment des intérêts personnels du commandataire, se traduisit par la plus grande fermeté à l'égard de ceux qui ne respectaient pas les droits de l'abbaye. Pour avoir fait brouter par leurs animaux l'herbe du pré des Chaumes, y avoir traîné du bois et y avoir fait des chemins nouveaux, 3 habitants de Plancherine, Pierre Clément, Étienne Brachet et Jacques Clément, furent condamnés à la requête de l'abbé commandataire. La protection que la maison de Savoie accordait aux biens de Tamier fut renouvelée par le duc Charles en juillet 1515. Malgré cela, l'abbaye eut à faire face aux convoitises dont Orgeval et Lau-du-Four étaient l'objet de la part de l'administration ducale. Le châtelain de Tournon et son curial avaient fait proclamer par le crieur public que les alpages et les montagnes allaient être albergés au plus offrant. L'abbé Alain Lasserelle dénonça auprès du duc les abus de ses fonctionnaires. Il supplia avec insistance qu'il soit interdit au châtelain, au curial et à qui que ce soit de se mêler encore à l'avenir de ces montagnes et de ces alpages sur lesquels ils n'ont aucun droit. Alors que l'abbé de Tamier, Jean-Antoine de la Forêt de Saumont, remplissait à Rome les fonctions de procureur général de l'ordre de Cîteaux auprès du Saint-Siège, au mois de juin 1684, le prieur de Tamier fut confronté à un événement préoccupant. Le 6 juin, 30 ou 40 communiers de Chevron sont venus insulter un des censeurs de l'abbaye, lui ont enlevé ses meubles, son bétail et mis le feu à son petit bâtiment. Il y a 3 ans que cet homme y faisait du charbon. Il a été menacé s'il ne quittait pas le lieu et les religieux sont menacés de la même manière. L'affaire n'en resta pas là. Environ 1 mois plus tard, les gens de la paroisse de Chevron, par violence et à main armée, sont entrés dans un bois de l'abbaye et y ont détruit les cabanes des charbonniers. Les hommes de Chevron bénéficiaient, dans les bois du Pomaret, d'un droit d'affouage et de pâturage que l'abbé Claude Parret leur avait accordé en 1436. Au fil du temps, certains avaient fini par se persuader que ces bois appartenaient à la communauté villageoise. Ne se limitant plus aux droits d'affouage et de pâturage, ils se mirent à défricher et à faire des charbonnières, entraînant les protestations de l'abbaye. L'affaire fut portée devant le Sénat, lequel, à plusieurs reprises, rappela qu'il était interdit de défricher et de charbonner dans les bois appartenant aux moines. Néanmoins, certains gardèrent la conviction que les bois du Pomaret étaient à eux. En 1681, le procureur du monastère avait permis à des charbonniers de s'y installer moyennant une redevance annuelle. Et c'est ce qui avait déclenché la colère des habitants de Chevron. Suite aux actes de violence de l'été 1684, 19 bornes furent plantées le 4 novembre 1686 en présence des communiers de Chevron pour délimiter la partie du Pomaret où ils avaient droit d'affouage et de pâturage. Ce bornage fut approuvé par une assemblée générale qui se tint en 1687. Mais les bois du Pomaret n'étaient pas la seule cause de litige. Des gens des paroisses de Cléry, Plancherine et Septenay profitent de l'absence de l'abbé pour usurper les bois et alpages de Lau-du-Four.
En 1699, Tamier intenta de nouveau un procès aux communiers de Chevron. Au mépris des récents accords qu'ils avaient pourtant entérinés en Assemblée générale, ils avaient poursuivi les défrichements dans les bois du Pomarez. Le 10 juin 1700, l'abbé de la Forêt de Saumont produisit un document identifiant avec précision les fonds concernés en conformité avec le bornage de 1686. Puis, au mois de septembre, le sénateur Pierre-Joseph Dufresnay vint de Chambéry contrôler ses limites sur le terrain en présence des représentants des deux parties. Peu après, une autre délimitation fut précisée en direction du village des Prières, sous la barre rocheuse appelée le Rocher de l'Église. Plusieurs bornes y furent implantées. Datées de 1701, elles sont sculptées aux armes de Tamier posées sur la crosse abbatiale. Le bornage des propriétés du monastère se poursuivit sous l'abbatiat de don Jean-François Cornuty, comme en témoigne la date de 1704 gravée sur l'une des bornes, et sous celui de don Arsène de Jouglas, comme le montre une borne armoriée datée de 1711. Sous l'abbatiat de don Claude Pasquier, Victor Amédée II prit l'initiative d'une cadastration systématique de ces États dans la perspective de mettre à jour les modalités de perception de l'impôt foncier. En établissant une juste estimation des terres, le cadastre devait permettre une répartition équitable de l'impôt, car il mettrait fin aux nombreux privilèges d'exemption dont bénéficiaient la noblesse et le clergé. Le roi avait lancé l'opération par lettre patente du 9 avril 1728. Il en avait confié la direction à l'intendant général de Savoie, Luigi Lovere. Plus de 300 géomètres groupés en escouades furent embauchés pour mesurer toutes les parcelles de chaque paroisse. Le 17 avril, l'intendant Lovere demanda que soient désignées les personnes capables d'indiquer les parcelles aux géomètres. À cette fin, le 27 août, la communauté de Tamier députa le père Jean-Baptiste Maniglier, procureur du monastère, le père Jean-Jacques Bourbon, sous-procureur, ainsi que les frères Philibert Duvillard et Théodule Pasquier. Elle leur donna procuration par un acte passé devant le notaire Perret pour assister à la mensuration des possessions de l'abbaye dans 34 paroisses. Dans certains cas, les opérations de mensuration furent l'occasion de matérialiser les limites sur le terrain. Comme en témoigne sur un rocher, le S de Settenay, vous voyez en haut à gauche, et le T de Tamier, gravé au-dessus de la date de 1730. Le procès que l'abbaye avait intenté aux communiers de Chevron en 1699, parce qu'ils ne respectaient pas le bornage mis en place en 1686 dans les bois du Pomarez, s'était terminé à l'amiable en 1716. L'abbaye leur avait relâché la partie haute des terrains concernés, conservant la partie basse exempte de servitude. Un chemin, dit la vie de Savoie, devait délimiter vers le bas la partie accordée aux communiers de Chevron. Mais aussitôt s'était élevée une difficulté quant à l'identification de ce chemin. La part leur revenant, évoluant du simple au double, si on comparait celui qui était le plus élevé sur la pente de la montagne, position revendiquée par les moines, ou celui qui passait plus bas, position revendiquée par les gens de Chevron. L'affaire resta en suspens jusqu'en 1740, année où le conseil de paroisse affirma que le terrain litigieux était un bien communal.
L'affaire fut portée de nouveau devant le Sénat. Les commissaires envoyés sur place en 1748 firent des rapports discordants, mais finalement, une nouvelle expertise réalisée en 1754 déclara que le chemin de Savoie était bien celui désigné par les moines, et cet avis fut adopté par le Sénat dans un arrêt rendu le 19 juillet 1755. Mais quelques jours plus tard, là, il y a un petit problème. Voilà, je tourne les pages avant d'avoir lu toute ma page. Alors, comme suite à cet arrêté du Sénat du 19 juillet 1755, l'abbé de Tamier, don Jean-Baptiste Maniglier, fit planter de nouvelles bornes le 30 septembre suivant pour matérialiser la limite reconnue par le Sénat. Sur les 42 hectares en litige, l'abbaye en conservait un peu plus de 14. Les communiers de Chevron en gardèrent de la rancœur, estimant qu'ils avaient perdu leur procès parce qu'ils avaient été mal défendus. Leur ressentiment fut d'autant plus vif que Tamier demanda le 28 septembre 1756 que le percepteur de Mercury leur fasse payer l'amende de 548 livres, 15 sols et 90 deniers à laquelle ils avaient été condamnés, plus une somme de 158 livres et 12 sols en remboursement des frais de justice. Un autre litige opposait l'abbaye aux communiers de Vérins à propos de l'eau du Four et du Drison, dont Maniglier y fit aussi planter des bornes le 1er juillet 1756. Une opération de bornage eut lieu également pour marquer la limite entre les biens communaux de Plancherine et 4 parcelles relevant du fief de Tamier. Dans un tout autre domaine, un traité de normalisation de la frontière entre la Sardaigne et la France fut signé à Turin le 24 mars 1760. Cette rectification s'accompagna de travaux qui furent confiés à l'ingénieur civil Paul Chenaval, qui était de Bonneville, pour les rives du Guiers. L'intendant général recommanda à Chenaval de ne point faire couper d'arbres sur les propriétés de Tamier situées en bordure du torrent, sinon en sa présence et après les fêtes de Pâques, époque où le procureur de l'abbaye pourrait se rendre sur place. Mais quelques jours plus tard, l'ingénieur faisait abattre plusieurs chênes sur les terres de Tamier à l'insu de l'intendant général, de l'abbé et de son procureur. Lorsqu'il apprit la chose, don Jean-Jacques Bourbon protesta vivement et mit l'affaire entre les mains d'un avocat. Elle trouva sa conclusion en juin 1763, lorsque le président de la Chambre des comptes fit payer en faveur de l'abbaye le remboursement du dommage qu'elle avait subi. En 1781, les communiers de Septenay demandèrent que l'abbaye prenne en charge la construction d'une nouvelle route d'accès au col de Tamier qui leur serait plus commode que celle qu'ils empruntaient depuis toujours pour aller dans leurs vignes de la Combe de Savoie. Le père abbé, don Joseph Roget, écrivit au premier secrétaire d'État « Je vous assure, monsieur, que nous n'avons pas pire ennemi que cette paroisse. Elle est toujours après à nous molester, malgré le bien continuel que nous lui faisons, car je puis dire avec vérité que je répands en charité sur elle les servis que nous en retirons en blé, outre bien d'autres services que nous rendons à ceux qui ne viennent pas à l'aumône lorsqu'ils sont malades. » La tension entre Tamier et Septenay était relative aux dégâts occasionnés chaque année par le bétail des paysans dans les bois de l'abbaye, jouxtant l'alpage de la Bouchasse. En 1772, nous y fîmes déjà prendre un troupeau de chèvres qu'on rendit sans autre,
sous l'assurance qu'ils donnèrent de ne pas récidiver. En 1777 ou 78, on y trouva tous leurs troupeaux. Alors on leur attenta une procédure qu'on ne poursuivit pas par esprit de paix. Le délit n'allait pas tarder à se renouveler, donnant lieu à un procès qui prit une ampleur démesurée. La forêt des moines, répertoriée au cadastre Sardes sous le numéro 4275 de la map de Setnay, était située juste en dessous de l'alpage de la Bouchasse que François de Chevron-Villette avait albergé au communier de Setnay en 1667. Le 29 juin 1785, sous l'abbatiat de Don Bernard des Maisons, 2 bergers de la Bouchasse conduisirent leurs bêtes dans la forêt du monastère. Les moines y avaient effectué une coupe de bois 10 ans auparavant et les arbres commençaient à repousser. Le troupeau comptant 45 vaches, sans compter les chèvres, risquait fort d'y occasionner des dégâts en broutant les jeunes pousses des arbres nouveaux. Le procureur de l'abbaye, le père Jean-Baptiste Pichon, réquisitionna 3 ouvriers qui travaillaient pour les moines et les envoya avec plusieurs domestiques du monastère constater le délit et, si possible, s'emparer du troupeau. Ils parvinrent à se saisir de 12 vaches qui furent amenées à l'abbaye. Le frère convers Jean-Joseph Chevalier, directeur des fabriques de fer de Tamier, conduisit les vaches à la prison de Faverges et porta plainte devant le châtelain du lieu. Le lendemain, les propriétaires des bêtes, tous domiciliés à Setnay, se présentèrent devant le châtelain du marquisat de Faverges pour récupérer leurs vaches. Ils promettaient de payer non seulement les dommages causés aux 10 bois taillis, mais encore les frais de geôle, le foin qu'elles ont mangé, les frais de justice et l'amende portée par les royales constitutions. En tant toutefois qu'il soit prouvé que les dites vaches aient été prises sur les 10 bois taillis. Les vaches furent restituées et l'on recueillit le témoignage de ceux qui les avaient capturées. Puis 2 experts furent nommés par les parties adverses pour évaluer le dommage subi par l'abbaye. Mais les communiers de Setnay récusèrent le rapport de leur propre expert. Celui des moines, Joseph Hémin, estima les dommages causés par le bétail à 5 livres. Le montant des dégâts était dérisoire. Les communiers de Setnay, ayant récupéré leurs bestiaux, refusèrent de payer cette somme minime, se référant à l'acte d'albergement de 1667, lequel, évidemment, ignorait la parcelle numéro 4275 et les limites que lui avait reconnues le cadastre Sardes. Ils déclarèrent qu'il n'existait pas de limite séparant la Bouchasse de cette parcelle, qu'ils avaient le droit de faire paître leur bétail jusqu'au plan du Tour, que l'expert des moines n'avait pas pu déterminer l'endroit précis où leurs vaches avaient été prises et que c'étaient eux-mêmes qui avaient subi un dommage par l'enlèvement de leurs vaches. Ils finirent par accepter des opérations de mensuration afin de départager la Bouchasse de la parcelle des moines. Pour ce faire, ils nommèrent un agrimanceur en la personne du sieur Dujardin d'Annecy, qui se fit remplacer par le jeune architecte Jean-Marie Dunant. L'abbaye nomma elle aussi un géomètre en choisissant François-Gabriel Ducrot de la Roche, cousin du père abbé Don Bernard des Maisons. Les opérations eurent lieu du 30 août au 1er septembre 1785. Elles permirent de retrouver des croix gravées dans la roche antérieurement à l'établissement du cadastre, confirmant les limites revendiquées par l'abbaye. En conséquence, le châtelain de Faverges fixa un rendez-vous sur le terrain le lundi 5 septembre à 9 h,
en vue de planter 4 bornes selon le tracé déterminé par les géomètres des 2 parties. Les communiers de Settenay n'étant pas venus au rendez-vous, le châtelain les convoqua de nouveau pour le 9 septembre à 8 heures du matin. Et cette fois, qu'ils soient ou non présents, Joseph Aymin, expert assermenté, était chargé d'implanter les bornes. Les communiers de Settenay refusèrent encore de venir et les bornes furent mises en place. Un an plus tard, le 21 septembre 1786, le châtelain de Faverges, agissant comme vice-conservateur des bois et forêts, condamna les communiers de Settenay à l'amende d'un demi-écu neuf de Piémont par vache, ce qui produit la somme de 135 livres, laquelle ils payeront dans les 30 jours. Il les condamna en outre aux dépens pour la somme de 18 livres 11 sols. Les paysans rejetèrent cette condamnation, n'ayant pas été établi que les communiers aient causé aucun dommage à la dite montagne, ajoutant qu'ils n'avaient jamais donné leur accord à la nomination de Joseph Aymin comme expert des moines. Le châtelain confirma son verdict et rappela que s'ajoutaient à l'amende et aux dépens les 5 livres de dommages dus à l'abbaye. Le représentant des communiers, Guillaume Brunier du village de Neuvillard, fit appel de ce jugement. Et c'est ainsi que pour une somme ridicule de 5 livres, cette affaire fut portée devant l'intendant du Genevois, qui condamna Tamier aux frais et dépens. L'affaire en serait restée là, si messieurs de Settenay ne s'étaient jactés qu'après ce procès gagné, il en viendrait d'autres à sa suite. En réponse à cette provocation, l'intransigeance du père Pichon poussa le père abbé à faire appel devant le souverain Sénat de Savoie. Donc vous voyez ici la mâche. Le 25 février 1788, le comte Francesco Curti, avocat fiscal général au Sénat, proposa sa médiation à don Bernard Desmaisons. Le procès soutenu par cette dévote abbaye contre des paysans de Settenay, procès commencé devant le châtelain, suivi devant monsieur l'intendant et passé en présence du Sénat, est d'un objet trop mince, ne s'agissant en fait que de 5 livres de dommages pour mériter tant d'appareils. Ce procès est ruineux pour ces pauvres gens, soit par l'amende, soit par les frais des différentes instances qui se montent déjà à des sommes considérables. Tout paraît donc engager l'abbaye à le finir à l'amiable. Je vous proposerai avec le plus grand plaisir mon ministère à cet effet, si les parties le consentent. Le père abbé lui répondit : si vous connaissiez, monsieur, mon horreur pour la chicane, vous seriez bientôt persuadé des peines que m'a causé le procès que nous avons contre les communiers de la Bouchasse, qui est le seul que nous ayons, et même dès longtemps. Rien n'eût été plus aisé à terminer que ce différend, si ces particuliers eussent voulu s'en tenir à la déposition des géomètres qui, de part et d'autre, furent nommés pour mesurer la montagne. Il ne s'agit point ici, monsieur, précisément d'une compensation pour les dommages causés dans les bois. L'administration de l'abbaye n'a d'autre vue dans la poursuite de cette affaire que d'empêcher une bonne fois le dégât que le bétail de ces gens fait chaque année dans les bois taillis qui confinent cette montagne. Quant aux raisons que vous alléguez, monsieur, de la misère des pères de famille qui doivent porter les frais de cette instance, je ne crois pas qu'on doive me les imputer, vu mon désir de la paix. Jamais l'administration de cette maison n'a ruiné personne. Elle fait au contraire tout le bien que lui permettent ses facultés. Nul n'en devrait être plus persuadé que la paroisse de Settenay. Don Bernard Desmaisons voulut bien donner un gage de bonne volonté au comte Curti en ordonnant de surseoir toute poursuite
et en acceptant que soit effectuée une nouvelle mensuration de la bouchasse. Uniquement guidé par le premier motif de la paix, j'acquiesce, monsieur, à toutes vos vues. Lorsque cette seconde mensuration sera faite, ce qui ne peut arriver de quelque temps à cause des neiges, toute l'affaire sera, monsieur, portée à votre arbitrage. Et je confie bien volontiers à votre lumineuse et impartiale équité les intérêts de notre maison. Pour faire accepter aux paysans de Settenay que l'affaire se termine à l'amiable, on eut recours à la médiation de leur curé, le révérend Claude Mosset. Mais celui-ci ne pouvait pas être un médiateur impartial. Moi qui ne cherche en cette affaire qu'à défendre le pauvre, la veuve et l'orphelin, mes paroissiens, je me dirige comme un pasteur qui aime ses ouailles. C'est conforme à la morale que je prêche. Ignorant les croix gravées dans la roche retrouvées par les géomètres, il épousait pleinement la position des paysans, récusant la prétendue ligne divisionnelle figurant sur le cadastre, et voyant dans l'abbaye une puissance ennemie créditée d'une habileté redoutable. Les paysans de Settenay n'ayant donné aucun signe de vouloir une solution négociée à l'amiable, le 8 mai 1789, l'avocat fiscal général écrivit à leur curé « Je m'adresse à vous pour que vous ayez la complaisance de faire sentir aux administrés de la communauté et aux intéressés dans le procès avec l'abbaye de Tamiers que ce serait mal répondre aux soins qu'on s'est donnés pour le finir à l'amiable si on ne concertait pas avec M. de Tamiers des dispositions tendant à ces fins. Le 29 mai, il revint à la charge. Je vois avec regret que l'esprit de conciliation n'a pas fait de grands progrès, malgré mes efforts et ceux que je me flatte que vous avez faits pour l'inspirer. Loin de faire des efforts dans ce sens, le curé Mosset considérait ses paroissiens victimes d'une injustice, persuadé que l'abbaye obtiendrait toujours gain de cause par le seul fait qu'elle était plus puissante qu'eux. Dans la nuit du 19 au 20 juin 1789, mourut l'abbé Jean-Baptiste Desmaisons, léguant à son successeur le soin de mettre un terme à ce procès qui durait depuis 4 ans déjà. Seul y parvint la Révolution, dont la fronde de la population de Settenay avait été un signe avant-coureur. Le successeur de don Jean-Baptiste Desmaisons fut le père Antoine Gabet, élu abbé de Tamiers le 3 août 1789, 3 semaines après la prise de la Bastille, qui avait marqué en France le début de la Révolution. À Paris, le 13 février 1790, l'Assemblée nationale supprima les monastères. Sitôt comme Clairvaux disparurent, et les abbayes cisterciennes de la Savoie se trouvèrent coupées de leurs racines. Le jeudi 3 juin 1790, le sénateur Joseph Sautier de Montoux se trouvait à Conflans. Lorsque le notaire Voutier, secrétaire de la paroisse de Chevron, vint le prévenir que les habitants voulaient se rendre le lendemain à Tamiers pour se faire céder par l'abbé le domaine du Pomaret. Ils estimaient que le tiers des bois du Pomaret avait été reconnu injustement comme une possession de l'abbaye en 1755 et que s'ils avaient perdu leur procès, c'était pour avoir été mal défendus. Le sénateur écrivit aussitôt une lettre pour tenter de les en dissuader. Je n'omis rien dans cette lettre de ce que je pus imaginer de plus fort et de plus pathétique pour détourner cette populace de ce projet. Si la lecture de la lettre ne faisait aucun effet, il suggérait que le secrétaire et le châtelain aillent à l'abbaye avec les mutins parce qu'ils étaient les seuls qui pussent contenir la populace qui, livrée à elle-même, pourrait se porter à de beaucoup plus graves excès.
Il n'était guère possible, en effet, de faire intervenir les soldats du petit détachement stationné à l'hôpital sous Conflans. Leur effectif était insuffisant pour faire face à plus de 400 hommes en état de porter les armes. Au matin du 4 juin, les mutins se sont rassemblés près de l'église, au nombre de près de 300, quelques-uns armés de fusils, de haches, de tridents et de bâtons. Ils sont allés chercher le secrétaire et tous les membres du conseil pour les mettre à leur tête. Ceux-ci et le curé ont fait tout leur possible pour les dissuader de ce projet. La lecture de la lettre du sénateur Sautier ne fut d'aucun effet et la troupe se mit en route pour Tamier. Le secrétaire Voutier obtint toutefois qu'elle n'alla pas plus loin que le village de la Rama, que vous voyez à droite, depuis lequel il proposa de se rendre lui-même à l'abbaye à la tête d'une délégation composée du syndic, de 2 conseillers et de 7 membres de la population, mais sans armes. À l'arrivée de la délégation au monastère, les moines étaient à l'église où Don Gabet célébrait la grand-messe, de sorte qu'il fallut patienter plus d'1 heure pour pouvoir le rencontrer. Les émeutiers qui attendaient à la Rama s'inquiétèrent. Une 60aine d'entre eux, en armes, partirent pour l'abbaye. Voutier parvint à leur faire poser et cacher leurs armes. Don Gabet parut enfin. Le secrétaire lui a exposé que les communiers de Chevron réclamaient le domaine du Pomaret et que l'on voulait qu'il en fît cession par devant notaire à la communauté. Plusieurs des mutins ont pris la parole et fait la même demande, mais ils ont parlé respectueusement et chapeau bas à M. l'abbé. Il leur a répondu que les biens de l'abbaye ne lui appartenaient pas, qu'il avait prêté serment de les conserver, qu'il ne pouvait pas les céder, mais qu'il ne voulait pas et ne pouvait pas résister à la force, et que la communauté prendrait tout ce qu'elle voudrait. Les mutins lui ont dit qu'il fallait que le procureur et lui allassent d'abord à Chevron pour y faire la cession du domaine. Il leur a promis d'y aller après dîner, et comptant de sa parole, ils s'en sont allés sans avoir commis aucun désordre dans le couvent. Quelques heures plus tard, l'abbé et son procureur se présentèrent à Chevron devant la population rassemblée. Avant leur arrivée, le secrétaire avait dit à la foule qu'un acte extorqué par la force ne pourrait jamais être considéré comme légal et leur avait proposé de faire venir le sénateur Sautier comme arbitre, ce qui fut aussitôt adopté. À son arrivée à Chevron, celui-ci trouva moins d'1 centaine d'hommes rassemblés près du cimetière. Plus personne n'était armé. Il leur fit reproche d'avoir offensé le meilleur des rois et violé les lois du pays, puis il réunit le conseil à la cure. Je lui ai fait sentir combien la conduite de la communauté était criminelle et que mon devoir serait de procéder contre les coupables. Que, cependant, je voulais bien examiner avant tout si leurs prétentions sur le Pomaret étaient fondées et m'instruire par l'examen des titres s'il était vrai qu'ils n'eussent pas été bien défendus dans les procès qu'ils avaient eus avec l'abbaye. Le sénateur Sautier passa sa soirée et le lendemain matin à prendre connaissance du dossier. Il lui apparut clairement que la revendication des communiers de Chevron sur la totalité du Pomaret était absurde. Celui-ci ne pouvait en aucune manière leur appartenir. Il put aussi confirmer que le chemin de Savoie servant de limite à la partie qui leur avait été concédée n'était pas le chemin de Tournon à Faverges, mais un chemin situé plus haut sur la pente de la montagne. Les membres du conseil reconnurent qu'il avait raison, mais il fut beaucoup plus laborieux de convaincre la population. Le sénateur Sautier prit donc avec lui les plus remontés, au nombre d'1 trentaine,
et les conduisit sur place. Là, avec les membres du conseil, avec l'abbé et avec le procureur du monastère, il leur démontra qu'ils n'avaient aucun droit sur le Pomarez, ce qu'il leur fallut bien reconnaître. Mais pour avoir librement accès à la partie des bois dont ils avaient la jouissance, ils réclamèrent 2 chemins qui leur sont nécessaires et dans lesquels ils étaient souvent inquiétés par les domestiques de l'abbaye qui les avaient maltraités différentes fois. Monsieur l'abbé leur a parlé d'une manière si satisfaisante et si obligeante pour eux qu'ils ont été extrêmement contents de lui et très fâchés de lui avoir fait de la peine. Prompts à vouloir en découdre pour défendre leurs intérêts, les paysans se retrouvaient totalement désarmés lorsqu'ils étaient en présence des représentants de l'autorité, envers qui ils gardaient un profond respect, comme le sénateur Sautier ne manqua pas de le noter. On m'a toujours parlé, de même qu'à monsieur l'abbé, avec le plus grand respect. Sa douceur a charmé tout le monde, et je suis persuadé que s'il était attaqué, les habitants de Chevron seraient ses zélés défenseurs. En revanche, ceux-ci n'hésitèrent pas à dire quelques vérités un peu dures au père Pichon. On s'est plaint beaucoup de don Pichon, procureur de l'abbaye, parce qu'il apportait un peu trop de sévérité dans l'exercice de ses droits. Et on s'est aussi plaint des domestiques de l'abbaye qui ont quelquefois maltraité des habitants de Chevron sous prétexte que leurs bestiaux causaient des dommages dans les fonds de l'abbaye. Un garde de l'abbaye blessa d'un coup de fusil, il y a 2 ans, une femme qui avait conduit sa vache boire à la fontaine située dans la pièce des pères. Cette source était la seule qui ne tarissait jamais. Les habitants de la Ramaille avaient toujours abreuvé leurs bêtes, ce qui était devenu un droit. Mais pour y accéder, ils traversaient les terrains de l'abbaye en y occasionnant des dommages. De même, pour rejoindre la route de Faverges, ils avaient pris l'habitude de couper à travers la propriété des moines. Pour rétablir l'ordre et la tranquillité d'une manière durable, le sénateur Sautier proposa de passer des conventions sous seing privé, ce qui fut fait aussitôt. L'abbé accorda un passage pour accéder à la source depuis la Rama. Pour leur part, les habitants s'engagèrent à en faire un chemin bordé de clôtures pour que le bétail n'aille pas divaguer sur les terres des moines. De même, l'abbé accorda un passage où ils pourraient réaliser le chemin, leur permettant de rejoindre la route de Faverges. Les esprits se calmèrent grâce à la mansuétude de Don Gabet et à la sagesse du sénateur Sautier. Les habitants craignaient toutefois les suites judiciaires dont celui-ci les avait menacés et vinrent implorer sa clémence. Je leur ai déclaré que je ne pouvais rien leur promettre. Monsieur l'abbé leur a dit que si cela était nécessaire, il ferait de bon cœur le voyage de Turin pour demander leur grâce. À Chambéry, au Sénat, le président Joseph de Bavot n'avait pas la magnanimité de Don Gabet. Point de chef, que des personnes nuisibles et méprisables. Tous les bons, les possesseurs, qui sont le grand nombre, ne verraient qu'avec satisfaction la rigueur mise en œuvre. Mais pour cela, il faudrait une loi qui donnât de procéder ex abrupto, qui imposât la peine de mort aux auteurs de ces attroupements, armés ou non armés. Cette émeute n'était pas survenue par hasard. Sous l'influence de ce qui se passait en France, la situation était explosive. Lors d'une procession des paroissiens de Planchery-Natamier, leur curé suivait à cheval en raison de ses infirmités et de son grand âge. Dans la traversée de Martignon, toutes les fois qu'on chantait « Te rogamus audinos », un domestique du couvent qui soignait les génisses au Pomarez chantait à sa plus haute voix « Notre curé à cheval sur son cheval ». Toute la procession fut scandalisée.
dont Gabet fit appeler le libertin, le sermonna, lui solda son compte et le renvoya. À Conflans, la population s'en était prise aux Bernardines, à qui elle reprochait d'avoir muré les arcades de la Maison Rouge, achetée par elle en 1714. On prétendait que ces arcades servaient auparavant de grenettes pour les habitants. À l'hôpital sous Conflans, les esprits étaient remontés contre un spéculateur qui avait fait des stocks de blé, mais aussi contre un prêtre accusé de donner trop de congés aux écoliers. Il se murmurait même que l'on pouvait trouver des cocardes tricolores en papier chez le cordonnier Julliard. Le 22 septembre 1792, le jour même où la République était proclamée à Paris, les armées de la France révolutionnaire envahirent la Savoie. Le 26 octobre, l'Assemblée nationale des Allobroges proclama l'interdiction de la vie monastique et supprima les monastères dont les biens furent nationalisés. Au titre des biens nationaux, tout le patrimoine immobilier de la ci-devant abbaye de Tamier fut vendu à partir de juillet 1796. Mais une communauté de cisterciens de la stricte observance est revenue à Tamier en 1861. Elle n'a pu racheter qu'une cinquantaine d'hectares du domaine que l'abbaye possédait jadis et dont témoignent encore les bornes implantées au XVIIIe siècle. Celle-ci constitue un ensemble unique en Savoie. Ce petit patrimoine est d'un grand intérêt, tant par son rôle historique de délimitation de l'ancien domaine des moines, que par sa valeur iconographique dans la représentation des armoiries du monastère. C'est pourquoi, me semble-t-il, sa protection par une mesure de classement au titre des monuments historiques serait peut-être judicieuse. Je vous remercie de votre attention.